C'est pas une question de preuve, c'est une question de qu'est-ce qui s'est passé en soi à ce moment-là. Et cette sensation, cette espèce d'évidence que c'était le défunt, ça nous appartient à nous. Oui. On peut pas en convaincre notre beau-frère crétin, on peut pas en convaincre notre psy, on peut pas en convaincre qui que ce soit. Le but n'est pas d'en convaincre qui que ce soit, le but est de se nourrir de ça, de se nourrir de cette petite évidence. Et plus on accepte ça, plus on arrive à dissocier le moment de l'évidence de l'instant présent et le moment du mental, 15 secondes, 20 secondes après, qui se met à douter, qui se met à questionner, plus on arrive à dissocier ça, plus on va arriver à ressentir la façon dont sensoriellement cette présence des défunts se manifeste et être capable de plus en plus de l'identifier et de plus en plus d'y faire confiance. Bonjour à tous, c'est Anne Guéquière. Je voulais vous dire un immense merci car grâce à vous, Métamorphose a dépassé les 90 millions d'écoutes et est le premier podcast santé mentale, bien-être et quête de sens en langue française. Nous interviewons les personnalités les plus inspirantes pour vous offrir des conseils concrets au quotidien. Alors pour ne rien manquer des émissions, abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Vos commentaires, vos partages sont tellement précieux et nous aident à poursuivre cette belle aventure. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode de Métamorphose. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Les amis, parfois, on avance au travail avec enthousiasme et parfois à reculons. Quand ce déséquilibre devient trop fort, c'est le signe qu'il est temps de retrouver un travail qui fait battre votre cœur en accord avec vos valeurs, vos talents et vos envies. C'est ce que Chance, notre très fidèle partenaire, appelle l'amour pro. Ce moment où l'on retrouve du sens et de l'élan dans sa vie professionnelle. Alors leur méthode, vous aider à clarifier votre projet puis vous connecter à des managers qui vous correspondent grâce à leur nouvelle agence de dating pro. Le plus, leur bilan est finançable avec votre CPF. Alors envie de retrouver cette énergie au travail ? Faites le test gratuit de l'amour pro sur chance.co. Aurélie est vivante dans un ailleurs. Cette affirmation est au cœur de l'ouvrage de mon invité du jour. Journaliste et écrivain de best-seller, il a mené dans son livre La preuve, les morts nous parlent, publié chez HarperCollins, une expérience rigoureuse en aveugle sur l'assassinat d'Aurélie, victime de féminicide. Il y explore la médiumnité, le trauma, mais aussi la violence humaine et surtout cette question universelle, notre conscience survit-elle à la mort ? Un thème, on peut le dire, qui le passionne depuis de nombreuses années et aussi peut-être une façon de trouver l'apaisement et l'espoir que nos proches sont vivants ailleurs et peuvent peut-être nous envoyer des signes. Je suis ravie de retrouver aujourd'hui dans Métamorphose Stéphane Alix. Bonjour Stéphane. Bonjour Anne. Comment ça va ? Très très bien. Merci de me recevoir. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Tu me disais hors antenne que ce livre, il a, on peut le dire, jailli. Il n'était pas forcément prévu au programme et il s'est invité. Est-ce que tu as envie de nous le pitcher ? Comment c'est venu finalement cette histoire ? Oui, écoute, c'est venu complètement... Enfin, par hasard, maintenant je crois plus au hasard, mais c'est venu effectivement... On s'en doute que tu crois plus au hasard, ouais. Non, c'était pas prévu. En milieu de printemps, j'ai eu l'envie de tester des médiums, comme je l'ai fait depuis de nombreuses années, à partir du cas d'une jeune fille dont j'avais entendu parler brièvement par son papa 6 ans auparavant, une jeune fille assassinée effectivement par son mari. Je m'étais entretenu avec le papa, je crois que il y a à peu près 6 ans de ça. On avait eu une discussion d'une petite heure où il partageait essentiellement son parcours de deuil à lui et son épouse après la mort de sa fille. Donc, j'avais pas de détails sur les circonstances du départ d'Aurélie. Et j'ai eu envie de tester des médiums, voilà, comme ça m'arrive assez souvent. Je les mets souvent au défi de prouver ce qu'ils disent. Et j'avais pas l'idée que ça pouvait faire un livre, j'avais pas du tout l'idée que ça pouvait marcher au point que ça a marché. Et donc, je suis allé voir un premier médium à qui j'ai tendu cette photo de cette jeune fille, moi-même ne sachant quasiment rien. Je sais juste qu'elle a été tuée par son mari, point. Je connais pas les circonstances, je connais pas sa vie, je connais rien de son parcours. Rien n'a été publié dans la presse, hein. Malheureusement, je le dis d'ailleurs dans le livre, il y a une femme qui est tuée par son mari tous les 3 jours en France depuis la mort d'Aurélie, ça fait 15 ans. Voilà, Aurélie est une de ces victimes, pas anonymes, mais perdues dans un océan de victimes insupportables. Donc voilà, ni les médiums ni moi n'avions possibilité d'avoir des informations préalables sur elle. Et puis, la première expérience que je fais avec un premier médium, ça marche. C'est-à-dire, ça fait 20 ans que je travaille sur le sujet, mais je suis toujours presque sans voix quand je constate que, alors que je n'ai rien dit, alors que je
tend la photo d'une jeune fille en disant juste « elle est décédée », qu'instantanément, le médium ressente des choses très spécifiques liées, en l'occurrence, aux circonstances de sa mort, et ensuite commence à me décrire un certain nombre de détails précis. Et puis, donc, je suis troublé, je vais voir un deuxième médium, ça m'incite à m'engager dans cette piste. Et puis, le deuxième médium est encore plus précis, encore plus incroyable. Donc là, je structure définitivement mon protocole qui va consister, en fait, à aller voir 7 médiums, Oui. à enregistrer l'ensemble des séances, comme je l'ai fait avec les 2 premières. Et une fois que tout est terminé, je retranscris l'ensemble de ces séances et je les envoie à Pierre, le papa d'Aurélie, qui a accepté de participer à cette expérience. Et lui me dit, dans la retranscription, ce qui est juste, ce qui lui semble pas juste, ce qu'il comprend pas, etc., etc. Et on fait cet examen ensemble. Ouais, vous faites cet examen ensemble. Alors évidemment, on va y revenir longuement. Stéphane, je te coupe parce que je reviens évidemment sur ton précédent ouvrage, qui date maintenant d'il y a quelques années, qui s'appelait Le Test, où tu avais fait ce genre d'expérience après la mort de ton père, où tu avais caché des objets, mis des objets dans son cercueil. Seul toi étais au courant de ce qu'il y avait dedans. Et tu es allé voir cette fameuse bande de médiums, que maintenant tu connais bien, que tu connaissais d'ailleurs peut-être un petit peu moins à l'époque, je ne sais pas. Tu sais qu'ils sont très bons, ces médiums. En tout cas, la plupart de ceux que tu consultes là pour ce nouvel ouvrage, La Preuve. Mais tu dis que tu as envie d'aller plus loin, en fait, dans ce livre. C'est ça. En fait, comme tu le soulignes, c'est il y a 10 ans de ça que j'ai fait ce livre. 10 ans le déjà, test. ouais. Mon père Je t'avais reçu, c'était notre première interview pour Métamorphose. Ah oui. Wow. Oui. Oui, mon père est décédé en juin 2013. J'ai donc placé les objets dans son cercueil à cette date-là. Et j'ai fait le test à peu près 1 an après son décès, donc 2014. Et le livre est sorti à ce moment-là. Effectivement, mon idée est toujours la même. C'est-à-dire des médiums, c'est quoi ? C'est des hommes, des femmes qui prétendent communiquer avec l'au-delà. Il y a des protocoles qui ont été mis en place par des scientifiques, notamment une chercheuse américaine qui s'appelle Julie Béchel, qui fait un travail formidable pour essayer d'objectiver ça et de comprendre comment ça se passe. Donc, les tests consistent en général à tester le médium complètement en aveugle, c'est-à-dire sans qu'il ait aucune information préalable sur le défunt, à enregistrer la séance et à noter statistiquement la véracité ou la précision des informations qui sont fournies. Donc ça, je le fais depuis très longtemps. L'expérience avec mon père, là, j'avais l'assurance qu'absolument personne n'était au courant des objets que j'avais cachés dans le cercueil. Donc je maîtrisais l'ensemble de l'expérience. Avec Aurélie, ça va encore plus loin, parce que Aurélie, je la connais pas. Oui. Mon père, je le connais. Donc même si j'étais extrêmement vigilant quand je faisais les tests avec les médiums à ne faire aucun retour, on ne peut pas exclure le fait que peut-être mon visage a réagi inconsciemment à une chose qu'il disait ou autre chose. Même si j'étais extrêmement rigoureux sur cette expérience et je sais que ça l'a été, là, avec Aurélie, je ne peux pas faire de retour. Je ne la connais pas. Je ne connais pas sa vie. Je sais juste, elle a été tuée par son mari, point. Donc, les médiums, je suis face à eux. Je les interroge pas, je les laisse parler, je ne fais pas de retour. Quand ils me posent une question, je fais ou je sais pas, ou je peux pas te répondre. Et j'enregistre. Donc, il y a aucune capacité pour eux de lire mes micro-réactions sur le visage. Il n'y a aucune possibilité pour eux de lire dans ma tête, si tant est qu'ils... Tu n'as pas l'info toi-même. J'ai pas l'info, voilà, j'ai pas l'info. D'ailleurs, on va revenir évidemment sur la différence entre un médium, un voyant, puisque c'est aussi une question que tu te poses. On va essayer vraiment de ne pas dévoiler en fait ce qui va se passer, parce que c'est vraiment un livre, quand on le prend, qu'on soit, je dirais, intéressé ou pas par le sujet, on ne le lâche plus, tellement en fait on est saisi en fait par ce qui va se dévoiler. Donc on va essayer nous de pas le dévoiler, on va tourner un peu autour du pot, mais on va aborder plein de questions intéressantes, et aussi cette question, toi, qui te taraude de l'après-mort. Tous tes livres en fait sont centrés. On a parlé de nombreuses fois de la mort de ton frère, que tu abordes beaucoup dans tes ouvrages. C'est vraiment cette question, est-ce que finalement on peut être en contact avec l'au-delà, avec l'invisible ? Est-ce que les morts nous parlent ? C'est vraiment le sous-titre de cet ouvrage. Pourquoi cette question aujourd'hui, alors que tu as apporté un certain nombre de preuves, tu sens qu'elle continue finalement à t'appeler profondément ? La question, elle m'appelle... pas tellement la question de savoir si les morts nous parlent ou si la vie après la mort existe. Oui. Parce que pour moi, cette question, elle est réglée. Elle est réglée, pour la moi, question de... Voilà. C'est une évidence. La conscience ne disparaît pas avec la mort du corps. La conscience qui est au fond de nous en ce moment même, elle est éternelle. Ça, aujourd'hui, la science permet d'avoir un faisceau d'indices qui rendent cette hypothèse d'une solidité inébranlable. Ça, j'en parle dans mon précédent livre, La mort n'existe pas. Oui. Donc aujourd'hui, le but de la preuve, c'est pas tellement de
de prouver, encore une fois, qu'il y a une vie après la mort, même si c'est effectivement le résultat auquel j'arrive Oui, parce avec que ça cette s'appelle la enquête. preuve quand même. Oui, non, mais ça a été... En fait, si tu veux, au début, le but était plus pour moi de comprendre comment ça se passe, en fait. Parce que, tu vois, on vit dans un monde qui, quand tu fais un petit peu un micro-trottoir dans la rue, tu vas avoir des gens qui te disent « Ouais, je crois qu'il y a une vie après la mort », d'autres qui disent « Moi, j'y crois pas ». On est encore sur le registre de la croyance. La science, l'objectivité a quand même du mal à pénétrer ce domaine-là, et on a du mal à montrer qu'il y a des démonstrations scientifiques aujourd'hui qui permettent d'affirmer que la conscience survit à la mort du corps. Donc moi, j'essaye en permanence de sortir ce sujet de la conscience de l'espace des croyances pour l'amener dans un espace de débat et d'objectivation. Et donc, avec les médiums, c'est un petit peu l'objectif que j'avais envie de suivre en faisant cette enquête-là. Non seulement de prouver qu'Aurélie est encore vivante, la démonstration, elle est assez éclatante, mais surtout de montrer comment ça marche, en fait. Parce que moi, je reste sur le souvenir de ma toute première rencontre avec un médium. C'était en 2006, donc il y a 19 ans de ça. Un médium qui s'appelle Henri Vigneault, que j'ai testé à de très nombreuses reprises et qui est aussi présent dans la preuve. J'étais allé le voir avec une photo de mon frère Thomas et Henri avait pris la photo, l'avait regardée, il avait posé sur son front, il avait fermé les yeux et il était entré en contact avec Thomas. À l'époque, ça m'avait troublé, mais pas convaincu. Il y avait des choses qui n'allaient pas. Et notamment le fait que j'avais pas l'impression qu'il parlait avec mon frère, parce que, par exemple, il m'a jamais dit à aucun moment votre frère s'appelle Thomas, par exemple. Moi, si je dois me présenter à toi, mon premier réflexe, ça va être de me dire je m'appelle Stéphane, etc. etc. Oui. Et là, Thomas ne faisait visiblement pas ça. Et en même temps, il donnait plein de détails sur sa mort, sur sa vie, sur les circonstances de tout ce qui s'était passé au moment de son départ, qui interdisait le fait que c'est pu être une coïncidence ou que le médium était tombé dessus par hasard. Donc, dès ma première rencontre avec un médium, il y a 19 ans de ça, j'ai eu le sentiment qu'il y avait... que la vie se poursuivait, que mon frère était encore vivant, mais qu'il était devenu quelqu'un d'autre. Et qu'en même temps, le médium était manifestement pas un téléphone. C'était pas quelqu'un qui pouvait s'ouvrir et de façon pure capter des phrases entières et avoir une sorte de discussion comme on a une discussion aujourd'hui. Avec un maintenant. verbal très clair comme on peut l'avoir. Voilà. Et donc, au fil du temps, c'est vraiment cet angle-là que j'ai voulu creuser, essayer de le comprendre. Et dans ce livre, La Preuve, je me suis attelé à vraiment essayer de cerner qu'est-ce que c'est que la médiumnité, qu'est-ce que ça permet, qu'est-ce que ça ne permet pas. Et grâce aux médiums qui ont accepté de participer, j'ai aussi eu des échanges avec eux sur comment est-ce qu'eux ressentent leur capacité, comment est-ce qu'ils l'exercent, de quoi ils sont conscients et de quoi ils ne sont pas conscients dans tous les parasitages qui peuvent intervenir. Oui. Et c'est ça qui a été vraiment passionnant. Alors, on reviendra sur ces parasitages et puis leur façon justement de capter cette info un peu plus dans le détail, si tu veux bien, Stéphane. Mais avant ça, tu as dit quelque chose de vraiment très important. Tu as dit « Aurélie est vivante ». C'est-à-dire qu'elle est morte, mais elle est vivante. Et donc, tu t'interroges dans cet ouvrage, si elle est vivante dans un ailleurs, qu'est-ce que la mort ? Comment est-ce que du coup on peut la définir ? Qu'est-ce que c'est que cet état finalement dans lequel il se trouve ? C'est mystérieux. Waouh. Ah oui. Oui. Alors, je sais qu'on n'a pas de réponse définitive. Non, moi, si tu veux, je suis assez prudent sur les réponses que je pourrais... On a légitimement envie d'avoir des réponses à ces questions-là. Oui. Moi, j'essaie déjà d'objectiver le fait qu'Aurélie est encore vivante. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui était dans le corps d'Aurélie, qui animait Aurélie pendant ses 27 ans de vie. Et malgré son assassinat, elle est encore quelque part. Elle est en capacité de donner des informations, de faire ressentir des choses au médium. Elle est encore en capacité d'apparaître et de faire vivre ce qu'on appelle des signes à ses parents. Ils m'en ont partagé des absolument incroyables. Elle est là, elle est quelque part. Où ça ? Est-ce que c'est dans un espace ? Est-ce que c'est... On n'en sait rien. Je pense que le temps et l'espace, tel que nous l'expérimentons là dans notre existence, a plus tellement de prise sur notre conscience une fois qu'elle passe de l'autre côté. Mais une fois qu'on a dit ça... Parce que ce qui est troublant quand même, c'est que est-ce que c'est elle ? Est-ce que c'est l'information d'elle qui a préexisté et si le temps n'existe pas, qui est disponible quelque part ? Mais est-ce que cette information, c'est elle qui la communique véritablement ? Ou est-ce que c'est une information qui préexiste telle qu'elle ? Là, tu mets le doigt sur la question essentielle. Oui. C'est-à-dire que les recherches sur la médiumnité qui ont été faites par Julie Béchel, Gary Schwartz et d'autres démontrent de façon indiscutable
qu'un médium peut capter de l'information extrêmement précise sur un défunt. Il y a 2 explications à ça. Le défunt parle avec lui, c'est l'hypothèse de la survie. Et deuxième hypothèse, le fait que le médium se connecte à une sorte de banque de données, de mémoire, et qu'il capte cette information. Et ça, c'est l'hypothèse plus ce qu'on va appeler PSI, PSI, de perception extrasensorielle. Objectivement, on ne peut pas scientifiquement trancher entre ces 2 hypothèses-là. Donc ce que tu dis, c'est une question essentielle de la médiumnité. Est-ce que les médiums parlent vraiment à un défunt ou est-ce qu'ils captent dans une sorte de cloud d'informations ? La réponse que fournissent les médiums est pour moi extrêmement satisfaisante parce qu'ils ont l'expérience, eux, de ces différents modes de perception. Quand un médium communique avec un défunt, il a le sentiment de parler à une intelligence. Il a le sentiment d'avoir quelqu'un d'interactif avec qui il interagit. Même s'il n'entend pas des phrases entières, il perçoit une énergie. Combien de fois j'ai eu le sentiment de voir des médiums qui exprimaient peut-être pas complètement ce que le défunt disait, et ils sentaient du coup que le défunt était en colère, ou insistait, ou les contredisait, ou les reprenait, dans ce qu'ils exprimaient. Et ça, tu l'as pas si tu communiques avec une forme enfin, pas communique, mais si tu vas chercher des informations dans une sorte de cloud, tu vas pas avoir cette interruption, cette intelligence qui est derrière et qui insiste. Je me rappelle d'une séance publique auquel j'avais assisté où intervenait un médium, c'était encore une fois Henri Vigneault, qui a été très illustrante à cet égard. Il était sur scène, c'est une séance de médiumnité publique, donc il y a 200-300 personnes dans une salle. Le médium est sur scène et communique avec des défunts qui vont se manifester ou pas auprès des proches qui sont venus dans la salle. Et là, Henri est sur la scène, il a la main sur les yeux, comme d'habitude, il ne regarde pas la salle, et il dit « Je ressens quelqu'un, il me semble que ça concerne une personne vivante, là-bas à droite, au fond de la salle. Quelqu'un, et il y a une histoire de baignoire. Et puis, voilà, il dit ce qu'il ressent. La salle ne réagit pas, personne ne réagit, ni à droite, ni à gauche, etc. Il dit, mais vous êtes sûr, le défunt est vraiment là, il insiste, il y a un proche à lui qui est là. Personne ne réagit. Donc du coup, Henri décide, écoutez, on va passer à autre chose. Et puis, il commence à capter un autre défunt. Et puis, instantanément, je le vois surpris. Il dit, excusez-moi, mais la personne décédée là, avec la baignoire, elle revient. Il me dit qu'il s'appelle Pierre. Et il y a vraiment une baignoire associée à son décès. Et ça concerne quelqu'un là-bas. Toujours, personne ne réagit. Donc, Henri s'énerve un petit peu parce qu'il sent l'insistance de quelque chose. Et puis, comme personne ne réagit, encore une fois, il lâche l'affaire, il reprend peut-être un autre défunt, et là, une troisième fois, la personne insiste, enfin le défunt insiste, et il dit, excusez-moi, mais le défunt est vraiment là, il s'appelle Pierre, je viens de capter son prénom, et effectivement, il est mort en tombant dans une baignoire, il a glissé dans la baignoire, et il est là, il y a quelqu'un de sa famille qui est dans la salle. Manifestez-vous, s'il vous plaît. Et personne ne réagit. Et je voyais Henri se dépatouiller avec un défunt qui manifestement insistait. Personne ne réagit. La séance va se poursuivre. Henri est un peu agacé par cette affaire-là. Et à la pause, je vais discuter avec Henri qui est descendu de scène. Et là, je vois un jeune homme qui vient de la salle du fond, qui arrive vers nous et qui s'interpose et qui dit « Excusez-moi, je ne voulais pas intervenir parce que c'est la première fois que je viens ici. Mais c'est mon papa, il s'appelle Pierre, il est tombé en se faisant le coup du lapin dans la baignoire. Mais je n'ai pas osé intervenir, c'est la première fois que je vais à une séance publique. » Pour moi, cette séance, cette scène, elle illustre précisément une réponse à ta question. C'est-à-dire que Henri aurait été dans une forme de voyance ou de perception d'une information latente. Jamais cette information n'aurait insisté comme elle l'a fait. Là, il y avait vraiment quelqu'un qui était agacé que son fils ne se manifeste pas, qui secouait Henri pour lui dire « mais je suis là », et qui donnait des détails de plus en plus précis pour se faire reconnaître, sans succès. Ça, intéressant, oui. Pour moi, et puis ça, je l'ai entendu, je te raconte cette histoire-là, mais je l'ai entendu un nombre incalculable de fois, et quand je questionne les médiums sur comment vous faites la différence entre une perception avec un défunt et une perception plus de l'ordre de la voyance, ils me donnent ce type de renseignements et ce type d'exemples, et pour moi, ça atteste vraiment de la réalité d'une communication avec les défunts. J'avais envie de te poser cette question aussi. Est-ce qu'il faut finalement solliciter les morts ? Dans la Bible, je crois qu'il est dit, par exemple, je ne sais pas dans les autres textes, mais laisser les morts là où ils sont. Et j'en ai parlé avec cette grande théologienne franco-suisse, Lita Basset, parce que elle, quand son fils est décédé, il s'est suicidé assez jeune. Elle a partagé dans cette émission et dans ses ouvrages, elle a écrit des ouvrages là-dessus en disant, elle recevait des signes
de son fils. Et elle, en tant que théologienne, elle avait aussi cette phrase « laissez les morts là où ils sont ». Et on l'a beaucoup interrogée là-dessus. Et elle disait, il y a une différence entre aller les chercher et en fait, quand ils se manifestent. Et là, ce que tu viens de décrire, c'est vraiment le défunt qui insiste, qui a un message effectivement à faire passer. Est-ce que tu t'es interrogé, toi, là-dessus ? Est-ce qu'il faut les laisser en paix ? Est-ce qu'ils souhaitent communiquer ? Est-ce que c'est important pour toi, cette question ? Elle est importante et je l'ai souvent entendue. Oui. Moi, j'aime pas tellement les injonctions qui m'interdisent de faire des choses. Et les religions, quelles qu'elles soient, elles foisonnent d'interdictions dont on ne comprend pas forcément bien les Alors, je ressorts. dis ça parce que parfois, les religions, elles ont des patterns qui reviennent. Et en fait, on peut parfois aussi comprendre qu'il peut y avoir une mise en garde par rapport à une forme d'occultisme aussi. On sait qu'il y a des gens qui peuvent jouer, entre guillemets, avec des énergies de mort ou des énergies, d'ailleurs, tu en parles, le parasitage, qui peuvent être aussi complexes pour des personnes moins averties. Bien sûr. Tu vois, bien en sûr. ce sens. Mais si tu veux, je pense que la question de la mort, elle est pour moi beaucoup polluée, à la fois par des peurs qui nous viennent peut-être de différentes traditions ou religieuses, jusqu'au cinéma américain ou au cinéma de science-fiction. Oui. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de peurs. Je pense que quand on perd son mari, on perd sa compagne, on perd sa mère, on perd son fils ou sa fille, il n'est pas avec les démons. Il n'est pas dans un monde qu'il ne faut pas déranger. Ça sert à rien de convoquer tout cet univers de peur, de terreur, de condamnation, etc. Moi, la seule objection que je mettrais à la consultation avec des médiums, c'est l'aspect psychologique de la démarche. C'est-à-dire, aller voir un médium une fois, quand on a perdu son enfant, sa compagne ou son compagnon, une fois, 2 fois, pour ouvrir cette porte vers un espace spirituel, se dire, mais si le médium peut me donner ce détail-là, ça veut dire que mon fils, ma fille, mon mari est peut-être encore en vie quelque part. Et après commence une interrogation, un chemin personnel à travers le deuil et à travers un chemin spirituel qui peut nous transformer. Ce que les médiums refusent de faire et ce que je condamne aussi, ce serait de vouloir aller voir un médium tous les 15 jours pour rééditer cette espèce de contact artificiel. Mais là, c'est pas tellement une injonction de l'ordre du religieux, c'est plus une injonction d'ordre psychologique. C'est-à-dire que si vous faites ça, vous allez vous faire du mal, en fait. Vous allez vous faire du mal, vous n'allez pas gêner l'autre. Je pense que nos défunts, ils sont dans la lumière, ils sont dans la liberté, ils sont dans l'amour. Alors bien sûr, le monde de l'au-delà n'est pas une espèce d'espace totalement angélique. Je pense que le monde de l'au-delà, c'est une transposition de notre monde à nous. Il va y avoir des gens éclairés, il va y avoir des gens compliqués, il va y avoir des gens confus, il y a toutes sortes de caractères et de psychologie qui peuvent nous accompagner de l'autre côté. Mais cette espèce de condamnation systématique, où par exemple, tu sais, souvent on entend dire quand vous mourrez brutalement, un accident de voiture, un meurtre, etc., vous êtes tellement surpris par la mort que vous allez être coincé parce que vous ne comprenez pas ce qui vous est arrivé. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai entendu un nombre incalculable de fois et qui est faux. Tu peux être totalement athée, totalement agnostique, ne croire en rien, mourir d'un accident de voiture très subit et être parfaitement à l'aise de l'autre côté parce que dans ta vie, tu es quelqu'un d'assez adaptatif que les changements n'effraient pas. Donc, la mort, tout d'un coup, tu dis « Wow, c'est génial ici !» Et puis hop, tu continues. Et ça veut dire que la personnalité survit en fait à la personne quand tu dis ça. C'est-à-dire si tu étais quelqu'un de flexible, oui, ça va aller dans l'au-delà. C'est intéressant ce que tu viens de dire. On le retrouve dans le Bardo Todol, on le retrouve dans plein de traditions, dans la médiumnité aussi. C'est-à-dire que les grandes structures psychologiques de notre personnalité vont effectivement pas nous suivre de façon éternelle, mais impacter notre entrée dans la mort et participer à notre adaptabilité ou au contraire notre temps de confusion et notre temps de questionnement. Mais c'est pas, tu vois, c'est pas une condamnation. C'est exactement comme si toi, on te met sans te prévenir dans un avion qui part pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée et que 24 heures après avoir quitté ton appartement, tu te retrouves au milieu de la forêt avec des papous tout nus. Waouh! Tu vas avoir un petit temps d'adaptation, c'est normal. La mort, c'est ça. L'exemple. La mort, c'est un départ en Papouasie non prévu. Ouais, c'est ça, par des papous tout nus. Voilà. J'adore. Alors, quand elle se retrouve d'ailleurs, c'est ça qui est fort dans cet ouvrage, la preuve, c'est qu'il y a à la fois le côté très difficile de ce féminicide, il faut bien le dire, c'est assez cru, les descriptions, je préviens aussi les lecteurs, c'est vrai que, voilà, il y a... Toi, tu as une fille qui a à peu près cet âge-là. Moi aussi, j'ai des filles qui ont cet âge-là. On ne peut s'empêcher en tant que parent, quel qu'il soit, de se projeter dans cette horreur, dans un féminicide et dans tout ce qui va avec, dans tout ce que la conscience peut imaginer quand on est parent de cet enfant qui va subir des atrocités.
Et en même temps, parce que je voudrais rajouter ce « et », c'est pas où, il y a cette Aurélie heureuse dans cet au-delà que tu décris bien. Il y a cette joie qui l'habite et toute sa personnalité avec laquelle on peut contacter finalement. C'était important pour toi de vraiment mettre ces deux-là en scène qui se perçoivent à travers les médiums. Cette Aurélie si bien, si heureuse malgré tout, avant, mais aussi maintenant, et à la fois ce côté abominable du féminicide qui cohabite. Il y a tout là-dedans. Disons qu'Aurélie s'est manifestée avec tous les médiums telle qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire une femme heureuse, pleine de vie, pleine d'énergie. Elle s'est manifestée comme ça avec tous les médiums, tous. Les circonstances de son décès, ce sont des détails précis qu'elle a aussi donnés et qui ont permis de la reconnaître sans l'ombre d'un doute. Pierre, son papa, m'a partagé le rapport de police, m'a partagé tous les éléments qui m'ont permis de valider toutes les informations données par les médiums. Et donc, effectivement, dans le livre, Aurélie replonge dans ces moments-là pour décrire ce qui s'est passé, comment elle est partie, ce qui s'est passé dans les jours, les semaines qui ont précédé. Certains de ces événements sont évidemment douloureux, c'est pas agréable, mais ce qui était important et ce que j'ai perçu et ce que les médiums ont perçu, ce que le papa et les parents d'Aurélie ont perçu à la lecture de ce livre-là, c'est qu'elle va bien, Aurélie. Elle va bien. Tu vois, elle est morte dans des circonstances évidemment très difficiles, mais elle n'est pas prisonnière de ces circonstances-là. Elle n'est pas prisonnière de cette violence, de cette haine qui l'a emportée. Et ça, c'est aussi pour moi une information importante. C'est-à-dire que la mort ne fiche pas une circonstance. La mort ne fiche pas... c'est pas parce que tu meurs dans telle ou telle circonstance que tout d'un coup, ton après-vie va être figé dans cette violence, dans cette horreur. La mort, c'est une métamorphose et une invitation dans la lumière. Et une immense majorité des gens qui passent de l'autre côté sont dans cette pénétration d'un monde d'amour, d'un monde de lumière, avec leur travers psychologique et qui leur permettent de continuer une forme d'évolution. Mais ça, c'est important, tu vois. Et en même temps, quand on voit son mari, donc celui qui l'a tué, puisqu'il s'agit, tu l'as bien dit, d'un féminicide, lui, il semble moyennement dans la lumière quand les médiums rentrent en contact avec lui. Oui, alors ça, c'est la surprise, c'est qu'il s'est présenté aussi. Voilà, il s'est présenté aussi. Alors, est-ce qu'on peut le dire? Est-ce qu'on peut en parler un petit peu? On sent qu'il a quand même une colère, en fait, en lui, très forte. Il y a de la colère, il y a de la culpabilité, il y a du déni. Oui. Ça a été assez stupéfiant quand il s'est manifesté, parce qu'évidemment, il n'était pas invité, et pourtant, il s'est présenté spontanément, comme s'il venait interférer dans une séance de médiumnité, puis il est venu dans certaines autres. Oui, j'ai eu le sentiment d'avoir, à travers les médiums, quelqu'un qui est dans une forme de déni encore, effectivement. Dans une forme de déni. Non, mais c'est pas moi, j'ai pas fait exprès, etc. Comme s'il était, comme un accusé peut se comporter face à des policiers qui, malgré les preuves, va continuer à être dans une forme de déni, de dire non, mais voilà. C'était vraiment troublant, ça. C'est vraiment troublant, effectivement. Oui. Quand on parle de médium, de voyants, de mentalistes, tu as voulu aussi dire, alors attends, on va mettre tout ça au clair, parce que c'est vrai qu'on mélange tout, en fait. Oui. Entre un médium, un voyant, et tu as convoqué aussi le cher mentaliste bien connu des Français, Fabien Olicard, que j'ai reçu de nombreuses fois évidemment dans Métamorphose, pour faire un petit peu table rase de toutes ces idées reçues et bien comprendre de quoi on parle. Et il y a des différences, et c'est important que les gens le sachent, je crois. Déjà, mentaliste, c'était pour moi l'occasion de mettre à plat en fait les pseudo-explications psychologiques qui veulent te dire en fait les médiums c'est pas vraiment réel, c'est juste parce que toi tu as envie d'y croire, ou parce que tu t'es fait avoir par un type qui arrive à lire dans tes réactions corporelles, ou qui est un mentaliste en fait. Et j'avais eu ces discussions avec Fabien Olicard, effectivement on avait déjà parlé de ça il y a des années, et donc là je l'ai proposé de le tester en fait exactement comme j'ai fait avec les médiums, pour bien mettre en évidence la différence entre mentalisme et médiumnité. Et Fabien a accepté avec plaisir de faire cette expérience-là. Donc je lui ai donné la photo d'Aurélie, et la différence avec les médiums est éclatante, parce qu'il fait absolument pas ce que font les médiums.
il est dans une perception où il arrive à déduire quand même des choses. Il est très fort, ce garçon. Ah oui, il arrive très à fort. déduire des Alors, choses c'est du une photo visage. 2 ans avant sa mort, je précise. Voilà, la photo que j'ai utilisée d'Aurélie effectivement, remonte à peu près 2 ans avant la mort. Et Aurélie a vécu une transformation psychologique assez importante pendant ses dernières années de vie. Et donc, Fabien capte la Aurélie de 25 ans, qui avait un certain nombre de traits de caractère qu'il arrive à identifier juste sur la photo. C'est assez fort. Ce qui est intéressant, c'est que 2 ans après, quand Aurélie décède, elle n'est plus du tout cette personne. Elle a complètement évolué. Et celle avec laquelle les médiums entrent en contact, c'est la Aurélie d'après sa mort, c'est la Aurélie libérée, c'est la Aurélie telle que elle était quelques jours, quelques semaines avant sa mort. Fabien, lui, analyse à partir d'une photo une personne qui n'est plus réellement celle avec laquelle les médiums ont communiqué. Et en termes d'information, c'est tout ce qu'il donne en fait. Il peut rien donner d'autre. Et sans tout révéler, Fabien m'a dit, il y a quand même quelque chose qui me surprend dans la façon dont les médiums travaillent, c'est que la façon dont ils affirment des choses. Et c'est vrai que tout au long s'engagent, tu dis. Ils s'engagent. Voilà. Tout au long du test, les médiums, ils n'essayent pas de dire quelque chose et puis de me regarder du coin de l'œil pour voir comment je réagis. Il dit, il s'est passé ça, elle a vécu ça, il lui est arrivé ci, elle est morte comme ça, etc. Et Fabien me dit, mais moi, je ferais jamais ça. Ouais, là, ils se mouillent carrément, les médiums. On le voit, au risque de se dire, et de dire celui-là, il raconte n'importe quoi. Le problème, la question, c'est que les médiums ne sont pas des mentalistes, donc ils ne se trompent pas. Ils captent des choses sensoriellement qu'ils détectent réellement d'Aurélie. Donc c'est pas pour eux une question de prendre des risques, de se mouiller ou pas. C'est ce qu'ils captent, c'est ce qu'ils disent. Fabien, lui, en tant que mentaliste, il est dans une démarche complètement différente. Il doit essayer d'identifier si ce qu'il va dire est juste. Et pour ça, il a besoin de mes réactions corporelles. Il a besoin de voir comment je réagis. Et comme je ne réagis pas parce que je ne connais rien, il n'a pas d'informations. Ouais, c'est ça. Et on a beaucoup discuté après de justement comment lui travaille en tant que mentaliste. Et c'est extrêmement enrichissant et éclairant sur ce que sont des médiums qui ne sont pas des mentalistes, justement. Exactement. Alors, le voyant par rapport aux médiums ? Alors ça, c'est souvent une erreur que l'on fait. On dit, je vais voir un médium, il va me dire l'avenir, ou alors je vais aller voir un voyant, il peut communiquer avec des morts. En fait, voyant et médium, c'est 2 angles de vue qui partent de la même perception, de la même capacité. La capacité à capter de l'information ou à capter quelque chose au-delà de nos 5 sens. Ce qu'on va appeler... moi, je préfère parler d'intuition. Les médiums, en fait, sont des ultra-intuitifs. Avec cette ultra-intuition, ils sont capables de se mettre en résonance avec un monde invisible peuplé d'esprits, celui des morts, et entendre des mots, capter des sensations, donc avoir une forme d'échange et de communication avec le monde des défunts. Mais ils sont aussi capables de se brancher sur ce cloud d'information, cet espace où toute l'information et toute la connaissance du monde existent, et d'aller tirer des informations de cet espace-là. Je fais une petite parenthèse, d'ailleurs, souvent ces gens-là, tu dis, ont vécu quelque chose de quand même assez particulier dans la plupart des cas, qui les a ouverts à ça. J'ouvre cette petite parenthèse. Oui, ça c'est vrai. On pense à Pierre Jonas ou même Christelle, voilà. Oui. Il y a eu quelque chose de dur et d'assez fort dans leur vie. Effectivement, je vais y venir tout de suite. Si tu veux, je termine juste sur voyance, médiumnité. Le médium communique avec des défunts, il dit pas l'avenir, les défunts sont pas là pour te dire l'avenir, ils sont là juste pour apporter une preuve qu'ils sont encore vivants. Le voyant, lui, va chercher de l'information sur le passé, le présent, le futur, sans faire intervenir de défunts. Il va chercher cette information dans le cloud qui nous entoure. Pour revenir à ce que tu dis, effectivement, ça c'est quelque chose qui m'a frappé. Pourquoi les médiums sont des médiums ? Qu'est-ce qui s'est passé chez eux pour que cette intuition, qui chez nous est extrêmement embryonnaire, voire totalement éteinte, soit chez eux extrêmement ouverte, extrêmement perméable au monde environnant ? Il est apparu de façon assez troublante que dans les médiums que j'ai testés pour ce livre, plusieurs ont vécu des choses extrêmement traumatiques dans l'enfance. Je connais aussi d'autres médiums que je n'ai pas testés, mais qui répondent à ce schéma-là, c'est-à-dire des enfances ou des accidents un peu traumatiques dans la vie, qui laissent peut-être poser et ouvert la question de savoir si un trauma n'est pas un moment qui, en bousculant ta construction psychologique, laisse des failles ouvertes et laisse un espace ouvert où va pouvoir pénétrer ce monde invisible. En fait, ça, je le détaille beaucoup dans mon précédent livre, La mort n'existe pas. Qu'est-ce que c'est qu'un cerveau ? Qu'est-ce que c'est qu'une construction psychologique ? Depuis notre enfance, l'être humain, il se construit une forteresse d'une certaine manière. Oui. Anne, Stéphane, ce sont des forteresses. On peut apprendre à travers différentes techniques, la méditation ou autre, à alléger un petit peu les barrières de cette forteresse pour ressentir un peu plus le monde extérieur. Mais c'est difficile. Quand tu vis un trauma, tu vas avoir une sorte de déchirure dans cette enveloppe-là.
une déchirure parfois brutale, parfois énorme, et on se demande si la médiumnité, c'est pas effectivement une déchirure énorme dans cette structure de protection psychologique qui laisse passer beaucoup de choses que toi et moi, nous ne laissons pas passer parce que nous sommes bien étanches. D'ailleurs, on va voir, je regardais l'épisode qu'on avait fait, c'était l'avant-dernier, sur ton ouvrage précédent. Donc, si vous avez envie, chers auditeurs, de le réécouter, c'était La mort n'existe pas, où on parlait vraiment de tout ça. Donc, tu as très bien décrit, là, tu as fait une analyse très fouillée sur scientifiquement ce qui se passe au niveau de la conscience. Donc, je vous invite à peut-être réécouter aussi cet épisode. Tu parles aussi beaucoup de ces filtres, notamment, que peuvent avoir et les parasitages. Et on le voit dans les médiums que tu testes, parce qu'à un moment donné, tu vas tester aussi une jeune médium, qui est la fille d'une médium que tu connais bien. Et on voit que la personnalité est souvent là, en fait. Elle ne s'efface pas. Et que nous sommes aussi ces filtres à réalité avec nos empêchements. D'ailleurs, le voyant que tu vas interroger à un moment donné, il dit « Moi, je ne veux pas aller au-delà parce que je sens que je ne suis pas prêt à incorporer cette partie médium chez moi. Je sens qu'elle pourrait venir, mais finalement, elle ne vient pas. » Et les médiums, s'ouvrent à ça ou ne s'ouvrent pas, jusqu'à un certain point. Et donc, ces filtres de parasitage, est-ce que tu peux un peu nous les décrire, tous ces biais ? En fait, les filtres, le médium est un être humain, donc il a un inconscient. Un inconscient dans lequel il y a des peurs, il y a des appréhensions, il y a des désirs, il y a tout un monde inconnu de lui. Pour moi, le meilleur exemple d'un filtrage, c'est tu es sur l'autoroute en voiture, il y a un accident avec du sang, avec une victime au sol, tu passes, est-ce que tu regardes, est-ce que tu ne regardes pas ? Il y a des gens qui regardent, qui vont regarder, au contraire, le sang, ils veulent absolument voir. Il y en a d'autres qui ne regardent pas, qui tournent la tête. Un médium, c'est exactement pareil. Dans les scènes qu'il va percevoir, dans le monde invisible, il y a des choses que son inconscient ne veut pas voir. En l'occurrence, par exemple, chez Christelle ou chez Alexis, dont tu parles dans le livre. Ouais. Eux, ils n'aiment pas le sang, ils n'aiment pas la violence. Christelle a vécu une petite enfance avec quelques violences paternelles. Donc ça, c'est quelque chose qui la met immédiatement son inconscient très mal à l'aise et qui bloque. Et du coup, quand Aurélie montrait des détails précis des circonstances de sa mort, Christelle, sans s'en rendre compte, s'en détourne d'une certaine manière, le voit pas. Donc c'est pas qu'elle n'est pas médium et qu'elle capte rien, c'est que elle est médium, mais il y a certains détails qui sont trop précis pour que son inconscient les laisse passer, en fait, les protège. Et toute la difficulté de la médiumnité, c'est ça, c'est qu'on peut avoir des filtres parce que notre inconscient n'aime pas voir le violent ou n'aime pas voir du sang, mais on a toute une autre gamme de filtres et d'interprétations qui nous déforment ce que l'on perçoit. Mais ça arrive pour toi et moi dans la vie quotidienne. On va voir le monde non pas tel qu'il est, mais tel qu'on l'interprète, tel qu'on a envie de le percevoir. La médiumnité, c'est la même chose. Et c'est ça qui est très difficile, c'est que pour moi, je distingue deux moments importants dans une séance de médiumnité. Tu as la première partie où tu te tais, où tu ne dis rien, et tu laisses le médium parler. Et là, tout ce qui vient va être assez spontané. Ça va être des sensations, des phrases, des mots qui vont pouvoir venir de la part du défunt sans être trop déformés et que le médium va pouvoir retranscrire le plus fidèlement possible. Et dans un deuxième temps, souvent, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, on a envie, nous, en tant que consultants, de poser une question. Est-ce que mon défunt va bien ? Qu'est-ce qu'il pourrait me dire si... Et là, ou de confirmer certaines choses, même. Et se confirmer, oui. Mais là, on entre dans un moment beaucoup plus compliqué parce qu'en posant une question, on sollicite à la fois le défunt pour nous répondre, mais on sollicite aussi l'inconscient du médium qui, sans même s'en rendre compte, peut avoir des inclinaisons à répondre à ces questions-là. On a... Tu parles de l'effet Barnum ou le biais de confirmation, hein ? Ça, c'est pour nous, ça. Là, c'est chez le consultant, par exemple, si toi, tu veux consulter pour entrer en contact avec ta grand-mère et que le médium dit ah oui, effectivement, je vois une vieille dame avec des cheveux blancs. Tu dis ah, c'est ma grand-mère. Non, c'est pas ta grand-mère. Le médium dit juste je vois une vieille dame avec les cheveux blancs. Ça peut correspondre à 1000 personnes différentes, toutes les grand-mères du monde. Voilà. Ça veut absolument pas dire qu'il est avec ta grand-mère. Ouais. Si par exemple ta grand-mère s'appelle Thérèse et que je sais pas, elle est morte d'un arrêt cardiaque dans sa cuisine et qui dit j'ai une femme avec les cheveux blancs, son prénom commence par un T, puis elle me montre une cuisine. Ok, là on est peut-être plus sur quelque chose qui est juste. Donc l'effet Barnum, c'est notre volonté à vouloir donner du sens sur des choses qui sont vagues et générales, en fait. D'ailleurs, on sent dans la preuve, c'est que quand ils sont trop dans le généraliste au départ, ça t'agace un peu. Parce que toi, tu veux vraiment arriver tout de suite au spécifique, il y a une sorte d'impatience, forcément. Il n'y a que ça qui est une preuve pour moi. Bien sûr. C'est drôle, ces parties-là. Et c'est là où c'est difficile, parce que je pense que
je l'ai vu après coup, Aurélie a partagé beaucoup de choses dont certaines sont peut-être, à mes yeux, trop générales, alors qu'elles ne l'étaient pas, en fait, alors Ouais. qu'elles ne l'étaient pas du tout. Et c'est ça la grande difficulté pour apprécier la validité et la précision, en fait, d'une séance de médiumnité. Moi, et dans ce livre, je m'attache exclusivement à ce qui est très spécifique, c'est-à-dire qui correspond uniquement à Aurélie et à personne d'autre, et ce qui est extrêmement détaillé et précis. Et du coup, ça rend l'exercice très difficile. Les médiums sont très stressés, donc le facteur stress ajoute Oui. à la difficulté de l'exercice. Mais au moins, ça me permet d'affirmer sans l'ombre d'un doute que c'était vraiment elle qui communiquait, qu'il n'y a pas de doute possible. C'est ça, sachant que tu le dis, il y a une espèce de Pictionary, de puzzle. Et en fait, ils vont aller tirer des informations qui sont parfois méconnues. Donc, c'est ça qui peut être difficile pour le consultant. Et là, c'est le cas dans cette enquête. C'est que finalement, il y a des informations qui étaient méconnues et du père, et peut-être même de la police, et de toi, évidemment, puisque toi, tu ne sais pratiquement rien sur cette affaire. Les médiums encore moins. Et donc, tu dis, c'est un peu n'importe quoi, parce que finalement, voilà, non, cette information, il semblerait pas qu'elle soit importante. Et au fur et à mesure des séances, tu vas t'apercevoir qu'un certain nombre d'informations qui reviennent étaient en fait capitales, sauf qu'en fait, on la possédait pas. Et donc, nous, en tant que consultants, ça fait réfléchir de se dire, moi, je viens peut-être pour un truc précis vis-à-vis de ma grand-mère, pour reprendre l'exemple. Mais l'ensemble de ce puzzle et de ce qu'elle avait vécu dans l'intimité, dans sa vie, moi, en tant que petite fille, je la connais pas forcément. Exactement. C'est ça qui est difficile pour apprécier une séance de médiumnité, parce que dans une séance de médiumnité, il y a 3 personnes. Oui. Il y a le médium, il y a toi, et il y a le défunt. Et le défunt, il peut avoir une volonté, une envie de partager certaines choses qui ne sont pas du tout ce que toi, tu vas attendre. Tu vois, moi, ma première séance avec un médium, je voulais absolument que mon frère dise je m'appelle Thomas. Ouais. Parce qu'il me disait, si j'avais le prénom, là, au moins, j'étais sûr que c'était lui. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit son prénom. En revanche, il a partagé d'autres choses qui n'étaient pas celles nécessairement que j'attendais. Et c'est à travers ce jeu-là qu'on peut se rendre compte qu'on est... comment dire ? Moi, j'ai une position un peu particulière, c'est que je les teste, les médiums. Je suis jamais allé voir un médium pour toi-même, comme pour ça. moi-même, en dehors de. pour me faire du bien, Ouais. pour parler avec mon frère, et tout ça. Je suis toujours allé voir un médium avec l'objectif de les tester, de les mettre à l'épreuve, qu'ils m'apportent la démonstration qu'ils parlent vraiment avec un défunt. Donc je suis focalisé sur qu'est-ce qu'ils me disent, qu'est-ce que moi j'ai dit ou n'ai pas dit, et quelles sont les informations précises que je peux valider. Mais moi, dans les tests que je fais, j'inclus toujours plusieurs médiums. C'est-à-dire qu'une séance de médiumnité va être potentiellement importante, potentiellement impressionnante pour 1 ou 2 ou 3 détails qui vont être donnés, qui vont être très précis. En revanche, quand tu interroges, comme je l'ai fait, 7 médiums, et que la majorité commence à dire les mêmes choses, qu'il y a une convergence à la fois sur les descriptions du départ d'Aurélie, et puis sur d'autres éléments comme ça que j'ignore complètement, c'est ça qui devient vraiment, vraiment impressionnant et vraiment enseignant. Et vraiment la démonstration qu'on parle avec un défunt. Parce qu'une personne dise une chose par hasard ou que ça soit une coïncidence, c'est entendable, c'est possible. Mais que 5, 6 ou 7 personnes disent exactement la même chose toujours, alors que moi je l'ignore, et que ça va s'avérer, là c'est bluffant. Oui, c'est bluffant parce qu'effectivement, il y en a un quand même sur le lot qui, à un moment donné, sort presque tout de manière presque concise. Je pense à Pierre Jonas, qui dit tout. Donc, si il avait fallu d'un médium, celui-là aurait suffi. Mais ce qui est intéressant, évidemment, puisque ça s'appelle la preuve, c'est cette répétition, comme tu viens de le dire. Alors, c'est ça qui est troublant, c'est la façon dont il communique. Tu en as déjà parlé tout à l'heure, mais on a envie de se dire, mais pourquoi est-ce qu'ils ne donnent pas des choses plus précises ? Pourquoi ils utilisent des allégories, des métaphores, des sensations ? C'est étrange, finalement. Mais parce que nous, on est habitués à communiquer avec des mots, et c'est pourquoi le deuxième prénom et pas le premier, etc. Alors si à un moment donné, il y a un prénom qui va sortir quand même. Oui. Ah oui, il y a plein de choses. Mais il y a plein de choses de toute façon qui va sortir, mais on va pas le dire. Mais c'est vrai que le prénom, je dis le prénom parce que tu parlais du prénom avec ton frère, et c'est vrai que le prénom, c'est toujours bluffant. Oui. Voilà, d'autant que c'est pas Pierre-Paul Jacques. Surtout là, dans ces circonstances. Ouais. Mais pour répondre à ta question, ce qui est important, c'est que communiquer avec un défunt, c'est pas communiquer comme on le fait en ce moment. Oui. Les défunts, ils sont ailleurs. Ils sont plus dans un corps. Ils ont plus de cerveau. Ils sont en dehors du temps et en dehors de l'espace.
Donc ça veut dire que c'est un endroit où ils n'ont pas de lèvres pour parler, ils n'ont pas de mental cérébral comme le nôtre pour formuler des idées, des pensées. Ils vont se transmettre des informations déjà prioritairement sensoriellement. C'est-à-dire que les médiums, tous, vont ressentir des choses physiques qu'Aurélie a ressenties au moment de sa mort, mais aussi d'autres choses au moment de sa vie. Donc, c'est pas un langage, c'est pas des mots. Même si les médiums, je le redis, entendent parfois des mots et des bouts de phrases. Donc, comment est-ce que tu passes des informations comme ça ? Et comment est-ce que le médium reçoit ces informations-là ? C'est extrêmement difficile. C'est souvent un argument qui est avancé par des sceptiques pour dire bah non, tout ça, la médiumnité, c'est faux, sinon ils pourraient discuter avec les défunts. Non, c'est une méconnaissance de ce qu'est la médiumnité que de penser que c'est une conversation. C'est pas une conversation et pourtant c'est vraiment réel. On pense à ce film avec Whoopi Goldberg où elle est incorporée par les défunts. Et là, c'est vrai qu'ils ont des sensations vraiment physiques, de la chaleur, des douleurs, de la souffrance aussi par moment, hein, où à un moment donné, même pour eux, ça devient difficile. Bah là, ça a été quelque chose qui a été peut-être pour moi le plus impressionnant et le plus systématique, c'est que Aurélie a eu une fin de vie assez violente et que cette violence est perçue immédiatement par tous les médiums. Dès le début, dès que je donne la photo, pouf, ils me disent « Oh là, je ressens, il y a des coups, il y a de la violence. » Voilà, on n'est pas sur un suicide, on n'est pas à l'hôpital, tu vois, je montre une photo d'une jeune fille, elle pourrait être morte de plein de façons différentes. Il y a accident de voiture, suicide, maladie, cancer, etc. Non, là, instantanément... Tu dis qu'elle est morte, hein, pas disparue. Oui, c'est la seule chose que je donne. C'est la seule chose que je donne. Voilà une information. Voilà une jeune fille, elle est décédée, entrez en communication avec elle. Et instantanément, oh, j'ai des coups, j'ai des violences, oh là là, j'ai une douleur sur le visage. Enfin, voilà, on est sur quelque chose d'extrêmement spécifique qui correspond précisément à la façon dont Aurélie est partie. Ce qui est étonnant aussi, c'est qu'à un moment donné, avec Pierre Yonas, il y a une tierce personne qui s'invite. On a parlé d'elle tout à l'heure, c'est pour ça que je reviens dessus. Et là, il va aussi décrire sa personnalité vivante. C'est-à-dire qu'il va voir que c'est quelqu'un qui a quand même une double facette. Alors, on s'en doute, hein, puisqu'il s'agit d'un féminicide. Lui ne le sait pas. Nous, on le sait, puisque dans la plupart des cas, les personnes qui sont manipulateurs ont souvent en fait un charisme qui peut être très fort. Ça peut être le gendre idéal. Lui ne sait rien. Il va percevoir aussi cette personne. Oui. Et là, ce qui est aussi fort, c'est qu'on perçoit la personnalité du vivant. Oui. De ce qu'il a été. Oui, et puis comme tu l'as souligné, quand je suis à ce stade du test avec Pierre, j'ai fait aucun retour. Oui. Donc Pierre... Il tente parce que c'est sa façon de faire. Même automatiquement, tu dis. Hein. Moi, je l'ai vu une fois, Pierre Yonas, il est comme ça. C'est ça. Voilà, il y a quelque chose d'un peu automatique. Il est très animal, en fait. Voilà. On a l'impression vraiment d'avoir un animal en face de soi. Le chapitre s'appelle comme ça, d'ailleurs. Oui. Animal. Et il capte ça, mais on a l'impression d'un loup. C'est-à-dire qu'il ne réfléchit pas. Il est dans la spontanéité, il est très, très, très vif et extrêmement précis parce que justement, Pierre, dans son mode de fonctionnement, n'interprète pas ce qu'il perçoit. Il dit ce qui vient très vite, très vite, très vite. Et là, dans ce stade-là, non seulement il m'a décrit extrêmement précisément la vie d'Aurélie, et comment elle est partie, et puis toutes les circonstances autour du drame, et sans que moi je fasse aucun retour. C'est-à-dire, je lui ai même pas dit, bah oui, c'est juste, oui, effectivement, elle n'est pas morte à l'hôpital, etc. Je lui ai rien dit du tout. Et là, se rajoute effectivement le mari d'Aurélie qui se présente et que Pierre capte de façon extrêmement précise. Mais tu sais, moi, comme tu l'as dit en début d'émission, j'ai fait le test, j'ai testé les médiums à de nombreuses reprises, j'ai fait cette expérience avec mon père. Mais là, dans cette expérience avec Aurélie, j'ai l'impression de ne jamais être allé aussi loin et j'ai été bluffé. Tu vois, ça fait 20 ans, effectivement, que je m'intéresse à la question de la conscience, que je fais des expériences, que je rencontre des gens. Là, j'ai été estomaqué pendant cette expérience-là. Estomaqué de la précision, de la façon dont ça se passait et de tout ce que m'ont partagé les médiums sur leur ressenti et sur leur interprétation de ce phénomène. Qu'est-ce que l'écriture de ce livre t'apporte de plus, justement, comme compréhension, encore un cran au-dessus, toi ? On en a parlé, mais comme ça, quand tu as refermé cet ouvrage, que tu t'es dit, je vais le publier, là, tu t'es dit, là, j'ai encore passé un cap. Il y a deux choses. Oui. La première, Aurélie est vivante. Je m'en lasse pas d'avoir de nouvelles preuves, de nouvelles démonstrations que quand on meurt pas. La sensation, tu vois, on pourrait dire que cette histoire est violente et terrible. Elle l'est. Mais je sens qu'Aurélie est en paix aujourd'hui, est profondément en paix. Et c'est quelque chose que j'ai partagé avec ses parents, avec Pierre, son papa notamment. On
on raconte une histoire d'un décès qui a été extrêmement difficile, mais avec une personne qui est aujourd'hui en paix par rapport à ça. Donc Aurélie est encore vivante et la mort a eu un effet de résilience d'une certaine manière sur la violence qu'elle a subie dans sa fin de vie. Donc ces deux éléments-là, déjà, ils sont extrêmement troublants et enfin, plus que troublant et bouleversant. Et l'autre élément qui, pour moi, est vraiment important dans ce livre, c'est la compréhension beaucoup plus précise de ce qu'est un médium, de ce que l'on peut faire avec la médiumnité, de ce que l'on ne peut pas faire, des limites et des possibilités, en fait, de ce phénomène-là. Donc ça me permet de mieux comprendre encore ce dont un médium est capable et de mieux comprendre et de mieux répondre en fait à toutes ces questions qu'on se pose dans notre société. Tu vois, j'ai entendu plein de fois, bah oui, mais si la médiumnité est vraiment réelle, pourquoi est-ce qu'on ne retrouve pas le petit Émile? Pourquoi est-ce qu'on ne retrouve pas la petite Estelle Mouzin? Ça serait facile. Et ces questions-là, elles étaient aussi un petit peu au démarrage de mon envie d'enquêter sur une affaire criminelle avec des médiums. Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Ça, cette question, elle est essentielle parce qu'il y a beaucoup de gens en souffrance, d'enfants disparus ou de drames qu'on n'a pas résolus. Est-ce qu'on peut y répondre avec la médiumnité? Voilà. Sachant que quand on va voir un médium, toi tu connais les meilleurs, là tu donnes évidemment leur nom dans l'ouvrage. Je pense qu'ils vont être à nouveau très sollicités évidemment. Comment distinguer un bon médium d'un mauvais médium et que certains médiums, on pense à Henri Vigneault. Tu donnes cet exemple que parfois, il n'est pas vraiment en contact avec le défunt à ce moment-là et ça ne veut pas dire qu'il n'est pas mauvais, qu'il est mauvais dans l'absolu. Ça veut dire qu'au moment où toi tu l'interroges, c'est pas forcément soit le jour du défunt, soit le jour du médium. Auquel cas, ça tombe à plat. Exactement. Et pour autant, on peut pas en tirer la conclusion que c'est un mauvais médium. Et inversement, il y a aussi des mauvais médiums qui existent. C'est pas une science exacte. Mais je prends l'exemple du foot, comme Kylian Mbappé. Il y a des matchs où il marque rien, et puis il est même mauvais. Et puis il y en a d'autres où il est excellent. Un médium, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que c'est un être humain, donc il y a des jours où il va être mal luné ou fatigué. J'ai testé 7 médiums pour ce livre. Il y en a un pour lequel ça n'a pas marché du tout. Et je le dis. Je ne détaille pas parce que ça serait un peu barbant, mais je dis clairement, j'ai testé cette personne, ça n'a pas marché. C'est une personne qui, au moment du test, était extrêmement fatiguée, venait de perdre un proche. Il était psychologiquement fatigué, il n'avait pas envie d'y participer. Il avait annulé des consultations avant. Il n'a pas osé me dire non à moi parce que voilà, il voulait absolument le faire. Et puis, dès le début, il a senti que ça ne marchait pas. Il a continué en se disant j'espère que ça va s'ouvrir, mais il savait qu'il n'était pas en contact avec Aurélie ou de façon extrêmement parcellaire et trop lointaine. Et voilà, et après il s'en est voulu, il m'a dit j'aurais dû te le dire, que j'étais pas en forme et on aurait reporté la séance, parce que c'est un médium que je connais depuis 20 ans et que j'ai déjà testé aussi et qui est formidable. Donc, et il avait été bluffant avec les parents d'Aurélie d'ailleurs dans une autre séance par ailleurs. Exactement. Ah, oui. Donc, alors pour répondre à ta question qui est importante, comment reconnaître un mauvais médium? Moi, j'ai envie de dire, il y a quand même quelques petits éléments. Un médium qui pose des questions, c'est pas un médium. C'est-à-dire, quand tu vas en consultation, le médium, il a rien besoin de savoir, il n'a pas besoin de discuter avec toi, il entre en contact, en communication ou en perception ou en ouverture avec le défunt, et pour ça, il n'a rien besoin de toi. Donc, tu te tais, et s'il est trop questionnant, ou s'il est trop général, s'il est très vague, s'il dit des grandes formules un peu new age du style votre défunt il va bien, il est dans la lumière, il vous aime, c'est pas probant. Ça peut être rassurant, ça peut être ce que tu as envie d'entendre, mais c'est pas une preuve. C'est juste voilà. Il faut qu'il donne des détails spécifiques. Et en général, les médiums que je connais sont en capacité de donner des détails spécifiques. Pas nécessairement le prénom, mais tu vois, un détail lié aux circonstances du décès, un détail lié aux funérailles, un détail qui va témoigner de la volonté du défunt de se faire reconnaître. Parce que moi, replaçons le sujet de l'autre côté. Imagine que moi, je meurs et que ma fille aille voir un médium, mais j'ai envie de lui apporter un élément extrêmement précis pour ne laisser aucun doute sur le fait que c'est moi. Donc, je vais aller chercher, tiens, par exemple, je sais pas, je suis mort... je sais pas, le visage tourné vers la fenêtre et que je voyais l'église du village, je vais lui dire, je vais essayer de lui dire ça, ou je vais essayer de trouver un moyen de me faire reconnaître. Donc le défunt, il a envie de se faire reconnaître. Donc si le médium n'est pas spécifique, si le médium est très vague, très général, donne des grandes phrases spirituelles, ça peut vous faire du bien, mais c'est pas un médium, donc attention de ne pas vous faire abuser. J'ai aussi testé un médium dans le livre qu'on m'avait... Enfin, pas un médium d'ailleurs, une personne qui s'est présentée comme médium, mais qui pour moi l'est pas, qui a fonctionné exactement comme ça. C'est-à-dire, face à la photo d'Aurélie,
j'avais juste des grandes phrases euh, super New Age, super tartignole. Et on avait eu beau me dire que cette personne était vraiment médium, j'ai pas cru une seule seconde. Je pense que, tu vois, il y a les charlatans qui sont une chose, mais je pense qu'il y a le vrai problème, c'est des gens qui pensent être médiums, mais qui le sont pas vraiment, qui sont peut-être un peu intuitifs, un peu empathiques, qui ont l'impression de ressentir des choses, mais qui ressentent rien du tout, en fait. Et ces gens-là peuvent avoir tendance à dire des choses qui non seulement ne sont pas du défunt, mais qui sont plus des émanations de leur propre inconscient. Et une chose aussi qui pour moi est vraiment importante, on parlait de la peur tout à l'heure, un médium ne vous menace pas. Un médium ne vous donne pas des injonctions un peu effrayantes du style attention, méfiez-vous, vous allez avoir un accident de voiture ou des choses comme ça. Ça, pour moi, ça m'énerve à un point tu ne peux pas t'imaginer. Alors, c'est pas une injonction, vous allez avoir un accident de voiture, c'est plutôt une mise en garde quand même. Oui, non, pour de moi, la part du défunt ou de la part du médium, tu veux dire? Mais c'est de la part de personne, en fait. Ouais. Un défunt va jamais te dire vous allez avoir un accident, ça n'existe pas. Ça, c'est des projections de médiums qui se croient, qui, d'une certaine manière, leur inconscience saisit l'espèce de pouvoir qu'ils ont en vous faisant peur, en pensant avoir la maîtrise de votre avenir ou de choses comme ça. Un défunt ne fait pas ça. Ça n'existe pas. Donc la méfiance, vraiment. La méfiance, oui. Je sais que c'est difficile. Quand on va voir un médium, on a une espérance, on a envie d'entendre des choses qui nous rassurent. Il faut être rigoureux. Il faut... je veux dire, quand tu achètes une voiture, tu fais attention à ce que tu fais, tu vas être vigilant, tu vas pas te faire avoir par le vendeur. Quand tu achètes un appartement, pareil. Donc, quand tu vas voir un médium, faut être vigilant aussi. Il faut être rigoureux, il faut être dans le discernement. Il faut enregistrer la séance. Être vigilant à ce que l'on dit, ne rien dire du tout. On n'a pas besoin de dire quoi que ce soit. Pas besoin. Ça, c'est un point important. Est-ce que finalement, il existe beaucoup de vrais bons médiums? Question qu'on pourrait se poser. Moi, en 20 ans... Et comment les trouver finalement? Souvent, ça va être le bouche à oreille. C'est difficile. Hein. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. C'est très difficile à quantifier. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu à rencontrer beaucoup de gens dans ma vie, j'en ai testé beaucoup, j'en ai pas vu beaucoup capables de faire ce que ceux qui sont dans le livre font. Il y en a d'autres qui sont pas dans le livre, évidemment, hein, mais il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Alors, ce qu'on voit quand même dans le cadre de Pierre, le papa, c'est que ça lui fait du bien, en fait, pour faire son deuil. C'était quelqu'un de rationnel, qui croyait pas tellement à tout ça. Et puis même avant que tu débarques dans sa vie et que ça arrive, il dit qu'il avait eu 87, je crois, signes de sa fille. Enfin, je sais plus combien. Il a commencé à les noter. Parce qu'à un moment donné, il s'est dit, il m'arrive des trucs bizarres. Notamment le truc de la voiture. Ah oui, ça c'est dingue. Tu veux bien le raconter peut-être? Oui, parce que c'est vrai que c'est troublant, on va dire quand même. Très troublant. Ce que j'aime bien avec Pierre, c'est que j'ai eu l'impression de rencontrer quelqu'un comme moi. C'est-à-dire pas du tout... Car le papa, pas Pierre le médium. Oui. Pierre, le papa d'Aurélie. Quelqu'un qui a les pieds sur terre, qui est un grand sportif. Il faisait de la course cycliste en amateur, mais en amateur très pro. Vraiment rationnel, les pieds sur terre, pas du tout avoir envie de partir dans des grandes questions. Et quand sa fille est morte, ça a été évidemment un cataclysme. Et je crois un an après la mort d'Aurélie, sa maman, donc la femme de Pierre, s'est dit j'aimerais bien qu'on voit un médium, parce qu'elle avait dû entendre parler de ça. Et Pierre était très réticent. Il dit oh, non, c'est des charlatans, on voit ça qu'à la télé, etc. Et finalement, par égard pour son épouse, il l'a accompagné. Enfin, ils ont pris rendez-vous avec un médium. Il l'a accompagné à une séance de médiumnité publique avec Henri Vigneault. Oui. Et là, leur monde a été fracassé parce que Henri a capté Aurélie et a donné plein de détails pendant la séance de médiumnité publique qui interdisait le fait que ça ait pu être complètement par hasard. Donc Pierre m'a dit ce jour-là, ma vie a profondément changé, mais il a essayé d'adopter exactement la même rigueur que moi dans les séances de médiumnité qu'il allait faire. C'est pour ça que vous êtes bien trouvés tous les deux là. Oui, d'une certaine manière, on match vraiment. Et donc, quand sa fille est morte, au moment des funérailles, il s'est adressé à elle et comme tous les papas, il a dit mais fais-moi un signe et si tu es quelque part, essaye de me l'indiquer. Et donc, quand il a eu ce qu'il pensait être des signes, il les a notés pour essayer de les comprendre. Donc, il y en a un certain nombre, il se dit, je ne sais pas si c'est moi qui interprète, tu sais, un tableau qui bouge, un courant d'air, des choses comme ça. Tu peux jamais avoir de certitude. Enfin, il y a plein de gens qui ressentent intuitivement que c'est quelque chose d'important.
il y en a d'autres, comme moi ou Pierre, qui sont toujours dans l'esprit critique, un peu trop. Et une fois, ce que tu évoques là, une fois, Pierre était dans son garage. Il y avait un petit bureau qu'il a dans son garage. En pleine nuit, c'était quelques mois après la mort d'Aurélie. Donc, il était dans une grosse émotion. Et il s'est adressé à elle. Il a dit, tu sais, Aurélie, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et à ce moment-là, sa voiture, tous les phares s'allument. Les phares, le plafonnier, les clignotants, tout s'allume. Tout. Et ça dure longtemps. Et voilà. Enfin, il y a 2 reprises, je crois, en plus. Il y a 2 reprises. C'est arrivé quelques mois plus tard. Mais voilà, Pierre est cet homme qui, le lendemain, va au garage pour dire, mais est-ce que c'est possible, ça ? Est-ce que c'est possible que ma voiture s'allume toute seule ? Et les garagistes lui ont dit, bah non, il y a au niveau électronique, c'était pas possible à ce moment-là. Ouais. C'était pas possible. Donc voilà le type d'événement. Visiblement, Aurélie s'est décarcassée pour envoyer des choses assez lourdes à son père pour le convaincre. C'est ça, 87 signes, il avait noté vraiment. Oui, il a noté, il a fait une liste avec certaines choses plus, pas discutables, mais plus... Qui ne peuvent pas être prouvées. Je me rappelle, moi, quand j'étais à Kaboul, que je suis reparti à Kaboul avec mes parents, mon frère est mort en Afghanistan, je me souviens de mon père qui était sur la terrasse de notre maison et qui voit un oiseau bizarre se poser et il me demande... très ému tout d'un coup, mais est-ce que c'est un signe de Thomas ? Il n'y a pas de réponse à ça. Si lui perçoit une présence de Thomas quand cet oiseau passe, là, il y a quelque chose qui le concerne et qui est important. Mais objectivement, on ne peut pas dire l'oiseau est un signe de Thomas. En revanche, une voiture qui s'allume dans tous les sens pendant plusieurs minutes, alors qu'il n'y a aucune raison, ni électronique, ni quoi, là, on est dans quelque chose de vraiment troublant. Oui. Je repense à cette amie qui, après la mort de son fils... quand elle lui préparait, elle faisait le plat préféré de son fils et il y avait ce petit oiseau qui venait tous les jours et qui se mettait juste à côté d'elle, voire même, je crois, sur son épaule. Et de manière répétée comme ça pendant plusieurs jours, à chaque fois qu'elle préparait ce plat, par exemple. Enfin, c'est vrai que j'imagine que vous qui nous écoutez, si vous avez envie en tout cas de témoigner à la suite de l'écoute de cette émission sur nos réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube de Métamorphose, n'hésitez pas. Voilà. Alors après... Comme l'a dit très bien Stéphane, tout peut être signe, rien n'est signe, mais parfois, il y a des signes qui sont tellement, des synchronicités qui sont tellement hallucinantes ou bluffantes qu'on ne peut que se dire qu'il se passe quelque chose. Voilà. Il y a une chose importante que m'a dit Pierre Jonas, le médium, une fois par rapport à ces signes-là. On est français, nous, enfin la plupart des gens qui nous écoutent, au moins on est occidentaux, on a un cerveau occidental qui veut des preuves, qui veut réfléchir, qui veut être sûr. Pierre m'a dit, quand tu vis quelque chose qui s'apparente à un signe, à la seconde où ça se passe, tu sens quelque chose de juste. Donc si tu vois un oiseau, tu vois un papillon, tu sens une brise sur ton épaule, etc., et qu'immédiatement, dans la seconde, tu l'associes au défunt qui est parti, c'est juste, c'est lui. 1 minute après, ou même 30 secondes après, tu te dis, ouais, mais est-ce que ça pourrait pas être ci, est-ce que ça pourrait... Là, c'est le mental qui a pris le dessus. Mais la sensation, la sensorialité de l'évidence au moment où cette chose arrive, à la seconde où ça arrive, là, c'est juste. Là, c'est important d'être en écoute fine, finalement, de ça. Personne ne va le prouver. Il ne s'agit pas de le prouver. Il ne s'agit pas de faire un livre pour dire, voilà, j'ai la preuve que mon fils ou ma fille est là. Ce n'est pas une question de preuve. C'est une question de qu'est-ce qui s'est passé en soi, à ce moment-là. Et cette sensation, cette espèce d'évidence que c'était le défunt, ça nous appartient à nous. Oui. On ne peut pas en convaincre notre beau-frère crétin, on ne peut pas en convaincre notre psy, on ne peut pas en convaincre qui que ce soit. Le but n'est pas d'en convaincre qui que ce soit. Le but est de se nourrir de ça, de se nourrir de cette petite évidence. Et plus on accepte ça, plus on arrive à dissocier le moment de l'évidence de l'instant présent et le moment du mental, 15 secondes, 20 secondes après, qui se met à douter, qui se met à questionner, plus on arrive à dissocier ça, plus on va arriver à ressentir la façon dont sensoriellement cette présence des défunts se manifeste et être capable de plus en plus de l'identifier et de plus en plus d'y faire confiance. Parce que dans ce cas, tu dis que finalement, les parents d'Aurélie, en tout cas son papa, ça l'a aidé à faire son deuil, même ce livre. Il avait déjà cheminé. Avait déjà cheminé, c'est peut-être pour ça qu'il m'a fait confiance. Parce que ce drame est arrivé il y a longtemps, déjà, il y a 15 ans. Elle est morte quasiment presque il y a 15 ans jour pour jour. Donc effectivement, les parents d'Aurélie ont cheminé depuis, évidemment. Faire son deuil, tu sais, c'est un terme que j'emploie pas. Alors oui, faire son deuil, je l'emploie pas d'ailleurs, on va dire cheminer en deuil, ou en tout cas parce qu'on est toujours en chemin avec le deuil. On est toujours en chemin, ça s'arrête jamais. Dans ce chemin de deuil, il y a un moment où la paix s'installe de façon un peu plus durable. On retrouve une forme de paix, on retrouve une capacité à la joie même. Mais
mais l'absence, elle sera toujours là, définitivement, jusqu'à ce qu'on nous-mêmes, on passe de l'autre côté aussi. Donc, les parents d'Aurélie et Pierre a trouvé de l'apaisement. Il a appris des choses dans ce livre, il a appris des choses dans cette enquête. Il a été troublé autant que moi. Mais effectivement, ça fait déjà 15 ans qu'Aurélie est partie et ils ont beaucoup cheminé depuis. Alors, je dois dire, quand on prend ce livre, on ne le lâche plus, hein, Stéphane. Ouais. C'est vrai que je ne m'y attendais pas. C'est vraiment, c'est vraiment une enquête qui est menée en plus tambour battant avec du teasing parce que toi, tu vas découvrir des choses et au fur et à mesure, toi-même, tu vas aller à la fois, parfois, de certaines déconvenues et en fait, ces déconvenues que tu pensais être des déconvenues, ça va se retourner. Tu vas t'apercevoir que finalement, c'était des preuves. Simplement, à ce moment-là, toi, tu ne savais pas, donc tu ne les as pas saisies non plus. Et donc, on va comme ça de découverte en découverte. J'étais vraiment stupéfaite. Donc, voilà, si vous avez envie de découvrir, que vous soyez croyant ou non, au-delà justement de ce que tu as dit de nos croyances, de nos certitudes, en tout cas, peut-être soyez ouverts. Et puis, pour lire cet ouvrage, merci infiniment, Stéphane Alix. Peut-être quelque chose que tu as envie de dire en mot de la fin concernant ce livre qui te viendrait, peut-être quelque chose dont on n'a pas parlé. T'as vu, j'ai fait attention qu'on ne dévoile pas les éléments. Oui, c'est gentil, parce qu'effectivement, il y a des éléments qui sont impressionnants et qui vont sans doute toucher les lecteurs. Donc, s'ils les connaissent avant, c'est un peu dommage. Mais en fait, ça, c'est-à-dire le prolongement. Moi, j'ai mené cette enquête comme une enquête et j'ai été choqué, bouleversé au fur et à mesure que je découvrais moi-même des éléments qui confirmaient que les médiums étaient justes. Donc, c'est ce que j'ai essayé de retranscrire dans l'écriture, c'est-à-dire de retrouver ce tempo de l'enquête qui m'a... voilà, comme je le dis, j'ai vraiment eu l'impression de ne jamais être allé aussi loin, en fait. À la fois dans la démonstration et dans la compréhension de ce qui se passe après. Oui, merci en tout cas d'être venu en parler aujourd'hui dans Métamorphose. Je rappelle le titre de ton livre, Stéphane, qui est juste derrière toi. Très belle couverture, La preuve, Les morts nous parlent, tout juste publié chez HarperCollins. Et puis, si vous avez envie de nous suivre, abonnez-vous donc à la newsletter de Métamorphose Podcast. Je crois qu'on fera gagner un exemplaire, si tu es d'accord, de ton ouvrage, Stéphane. Merci infiniment. Je crois que c'est la 7e ou 8e fois que je te reçois dans Métamorphose. Ah ouais. On avait parlé de ton précédent ouvrage autour de ces très belles photos et de ton pèlerinage, et qui s'appelait « Trouver le chemin de la libération ». Je parle du nom du podcast, Stéphane Alix. Et puis le précédent, « La mort n'existe pas. Un fantôme sur le divan, nos âmes oubliées, nos défunts nous parlent et nous enseignent ». C'était la première émission ensemble. Voilà, on reboucle sur ce sujet. Merci infiniment. Merci Anne. Merci. Je vais vous lire l'introduction de mon nouveau livre, La preuve. En octobre 2010, le corps d'Aurélie et celui de son mari sont retrouvés sans vie à leur domicile. L'enquête policière conclut rapidement à un féminicide, suivi du suicide du conjoint. Les proches de la jeune femme sont dévastés. 15 ans plus tard, je décide de soumettre une simple photo d'Aurélie à 7 médiums, à un voyant et à un mentaliste, en leur demandant d'entrer en contact avec elle sans leur avoir donné la moindre information au préalable. La seule chose qu'ils savent, c'est qu'elle est décédée. Ils ignorent tout de son identité, de la date de sa mort ou de ses circonstances. Mon but, tester si ces femmes et ces hommes qui prétendent communiquer avec des défunts peuvent en apporter la preuve, mais aussi mieux comprendre comment fonctionne réellement la médiumnité. Et ce faisant, éclaircir peut-être les circonstances qui ont conduit à l'assassinat d'Aurélie. Lorsque je commence l'expérience en rendant visite au premier médium, j'ignore totalement ce qui en ressortira. Les médiums vont devoir travailler en aveugle, mon protocole est extrêmement contraignant pour eux, aussi ne suis-je pas du tout certain que les tests vont aboutir. Dire que j'ai été surpris par les résultats obtenus serait un euphémisme, ils m'ont bouleversé. Je n'étais jamais allé aussi loin. Il y a 11 ans, j'ai déjà réalisé un test similaire après la mort de mon père, mais l'expérience d'aujourd'hui est beaucoup plus ambitieuse, tant par sa difficulté que par ce qu'elle peut me permettre de découvrir. En effet, quand je débute cette enquête, je ne connais rien de la vie d'Aurélie. Son histoire est totalement déconnectée de la mienne, et je rencontre au départ les médiums sans disposer d'informations particulières sur la jeune femme. Tout ce que je sais d'elle se résume alors au court paragraphe sur lequel s'ouvre ce livre. Aussi, au cours des tests, je n'ai moi-même aucune idée de la pertinence ou non des ressentis des médiums, ni de la véracité des informations qu'ils me disent obtenir de la défunte. Même les détails de sa mort me sont inconnus à ce stade. Mon projet est le suivant. Une fois tous les médiums consultés, je prévois de rendre visite aux parents d'Aurélie, ainsi qu'à ses proches, et d'examiner méticuleusement avec eux la retranscription de chaque séance. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'aurai la capacité de juger
de l'exactitude ou non des détails récoltés, en m'appuyant à la fois sur les souvenirs de sa famille, mais aussi sur les procès-verbaux de l'enquête conduite par la brigade criminelle, ainsi que sur le compte-rendu d'autopsie. Autant de documents que Pierre, le papa d'Aurélie, a accepté de partager avec moi. Dans l'hypothèse où les informations données par les médiums sur Aurélie, sa vie et sa mort se révéleraient exactes et suffisamment nombreuses, cela constituerait une preuve inédite de la réalité d'une vie après la mort. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.